pour la première édition donc, de Un verre avec, dans le cadre d'Avocat 2020. Merci à Stéphane de Navassel de nous accueillir dans son très beau cabinet. Je vais d'abord me présenter, donc, je m'appelle Léopold Lemial, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis l'un des jeunes responsables donc, de la campagne Jeunes de Avocat 2020. Avocat 2020, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme contributive qui a été créée à l'initiative de Olivier Cousy et de Nathalie Bourret, qui est là ce soir, et qui a pour but de définir ensemble eh bien, l'avocat de 2020, l'avocat de demain. L'idée, c'est d'être totalement ouvert et de pouvoir chacun participer, faire participer tout le monde, tout le barreau s'il faut, toutes les personnes qui ont envie de participer eh bien, à l'élaboration de l'avocat de 2020 par des contributions de manière ouverte pour pouvoir parler à chacun des grands sujets qui traversent la profession. Mais Avocat 2020, ce n'est pas qu'une plateforme contributive, c'est aussi un lieu d'échange, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu de convivialité. Et c'est dans cet ordre d'idées eh bien, que Olivier et Nathalie eh bien, ont tenu à rencontrer différents confrères qui, par des parcours hors normes, eh bien, nourrissent le débat sur la profession d'avocat et sur l'avenir de l'avocat dans le cadre d'Avocat 2020. C'est pour ça que eh bien, jusqu'à l'été et même après, eh bien, nous allons rencontrer un certain nombre de confrères dont les parcours eh bien, nous éclairent, que ce soit des confrères qui, en dehors des prétoires, ont des talents, que ce soit des personnes qui sont écrivains, des personnes qui font de la comédie, que ce soit des personnes qui sont romanciers. On aura aussi le plaisir d'accueillir des personnes qui ont réussi des reconversions après le métier d'avocat, des personnes qui travaillent dans le monde du spectacle, des personnes qui travaillent dans le monde de l'humanitaire, et qui pourront nous éclairer par leur vision, puisqu'ils ont été avocats, sur ce que sera l'avocat, ce que doit être l'avocat. Et puis ce soir, on a aussi et surtout le plaisir d'accueillir un avocat qui a eu une vie avant d'être avocat, une vie assez extraordinaire, puisque cette vie a été faite dans le monde de la chanson, dans le monde de la musique, et plus particulièrement dans le monde du rap. Il a connu le rap à succès. Il y a une époque assez, alors c'est dans les années 90, ça doit être ça, voilà. Un monde est plutôt assez qu'on peut fantasmer, celui de la musique, celui de la réussite, celui du rap. Il a participé à un collectif qui s'appelle Mafia Tressé. Il a eu la chance de pouvoir rapper avec des personnes qui sont très connues, avec Oxmo Puccino, Kid Bacardi, le Saïd Soupacrou, des personnalités qui ont fait le rap qui est tel qu'il est devenu aujourd'hui. Et puis, voilà, dans le cadre d'une discussion avec Olivier, à bâton rompu, eh bien, dans cet échange, eh bien, l'idée c'est de pouvoir vous raconter des expériences, nous montrer comment ça peut éclairer notre avenir, nous d'avocats, éclairer notre métier. Donc l'idée ce sera un échange d'une quinzaine de minutes, et puis derrière, eh bien, avec la salle, une discussion. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être prendre le micro, ça sera plus simple. Bonjour, bonsoir à tous. Merci Léopold, merci Avocat 2020 pour effectivement cette plateforme. Et merci surtout à Serge de venir nous parler. Et on va commencer par la fin avec Serge. On demande d'abord qu'est-ce que tu es aujourd'hui, que tu es avocat, tu es pénal, est-ce que tu es heureux dans ton métier? Merci de passer le micro, ce qui représente l'invitation dont tu m'as fait l'honneur de me proposer. Je tenais à vous dire à vous tous que lorsque je suis ici devant vous, c'est vraiment avec humilité que je vais essayer d'apporter mes réponses, car c'est toujours assez impressionnant de voir un parterre constitué de confrères de toutes générations, et dont certains que je connais particulièrement et dont je connais la qualité. C'est donc vraiment un honneur de pouvoir être devant vous pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour éclairer ce que pourrait être l'avocat 2020. Alors aujourd'hui, c'est vrai, je suis avocat pénaliste et je suis un avocat forcément heureux parce que c'était un peu un rêve d'enfant de devenir avocat. On a pu évoquer le fait que j'ai pu faire du rap hier, mais c'est vrai que déjà hier, mon rêve pour demain, c'était d'être avocat. Et à cette époque-là, je ne savais même pas qu'on pouvait faire autre chose que du pénal, de sorte que être avocat pénaliste, c'était mon seul et unique objectif. Je le suis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir plaider quasiment tous les jours, et c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est ce qui fait que je suis devant vous avec le sourire, même si je suis un peu quand même particulièrement ému de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je te remercie encore, Olivier, d'avoir pensé à moi pour cette première. C'est pas passer après Serge avec un micro à la main, c'est un peu comme c'est un défi, parce qu'on vraiment, on imagine tout ce que tu savais faire avec un micro, que je ne saurais pas faire.
Moi, j'avais envie qu'on présente dans ton parcours, tu as eu donc un parcours de chanteur, de rappeur, mais d'écrivain, parce que tu es auteur au départ. Hein. Et pour il n'y a pas de mystère, on s'est vu, donc on a préparé. Tout ça est totalement préparé. On n'a pas répété, on n'a pas le temps, on a préparé. Ce que tu m'as dit qui m'a marqué, c'est quand tu disais que tu avais, quand tu as devenu avocat, quand tu as passé le concours de la conférence, tu avais le sentiment que tu étais prêt, parce que tu savais écrire, et que finalement, pour toi, écrire et parler, et donc déclamer, parler, je ne sais pas ce qu'on dit pour le rap, pardon, je ne suis pas un spécialiste, et que ce n'était pas le problème, que ton problème pour toi, c'était plutôt de convaincre l'auditoire que tu ferais un bon secrétaire de la conférence ou que tu ferais un bon avocat. Mais ce n'était pas un problème au départ de confiance en toi, tu as une grande confiance en toi, et simplement c'est l'environnement autour qui n'était pas forcément toujours accueillant pour toi. Tu l'as bien résumé, Olivier. Mon problème, qui a pu être encore, il n'y a pas si longtemps, un problème d'actualité pour moi, c'était de me sentir accepté par cette profession. J'avais une image de ce qu'était un avocat, j'avais une idée de ce que pouvait être un avocat, et dans l'image qui était le mien, dans l'idée qui était la mienne, un avocat, ça faisait partie d'un... Il avait un certain statut social, il avait derrière lui forcément une famille, un réseau, il avait un profil particulier. Et ce profil-là ne semblait pas correspondre avec le mien. Et comme devenir avocat était un rêve, je n'avais pas forcément au départ identifié ce que cela demandait que d'être avocat. Je savais que je voulais l'être, sans pouvoir aller plus au fond. Et au fur et à mesure de mon évolution, parce que j'ai fait du rap, on comprend que je suis issu de la banlieue, on réalise que j'ai un profil, lorsque l'on feuillette les dossiers pénaux, on dit de ce type de profil type africain, pour ceux qui le savent. Et donc, tout cela, au fur et à mesure de mon parcours, on me l'a rappelé régulièrement, et ça m'a donné cette impression de ne pas me sentir avocat. Alors, j'avais la conviction d'en avoir les compétences, parce qu'effectivement, par le biais d'une carrière de rappeur, parce que celui qui rappe, c'est celui qui parle bien pour moi. Quand on rappe, c'est parce qu'on ne sait pas chanter. Moi, si je me mets à chanter, il peut pleuvoir juste au-dessus des oreilles de ceux qui m'entendent. On ne sait pas forcément jouer dans l'instrument, mais on a cette fibre artistique qui doit s'exprimer. Et je savais tenir un stylo, je savais écrire quelques rimes, et j'avais un fond de thèmes qui m'était important et que je sentais qu'il fallait que je porte à l'oreille des autres. C'est sans doute l'un des ponts entre la carrière de rappeur et celle d'avocat. Tout ça pour te dire que lorsque j'arrive pour devenir avocat, j'ai pas l'impression de ne pas en avoir les compétences. Et ce qui me semblait qu'il me manquait, c'était effectivement de rentrer dans cette famille, celle des avocats. L'une des manières pour moi de rentrer dans cette famille a été de passer le concours de la conférence. Et là encore, j'ai eu cette impression qu'on m'a rappelé que je n'étais pas fait pour ça, puisque j'ai dû passer 5 fois le concours. Je suis arrivé 4 fois au 3e tour. Pour ceux qui connaissent le concours, c'est pas rien. Donc il a fallu là encore s'accrocher, démontrer qu'on en était capable. Et au bout du compte, tout s'est fini pour le mieux. Je peux te répondre tout à l'heure que je suis heureux. J'ai été heureux de devenir secrétaire de la conférence au bout de la 5e fois, car je suis tombé dans une promotion extraordinaire. Edouard Wilbrook, mon 11e, pourrait en témoigner. J'ai aussi pris le temps de rencontrer énormément de confrères pendant mes passages et mes tentatives de rentrer à la conférence. Des confrères, pas forcément qui étaient candidats pour devenir secrétaire de la conférence, mais d'autres avocats qui m'ont apporté leur soutien, qui m'ont donné des messages qui m'ont permis de penser bien que j'étais accepté et que surtout que mes compétences pouvaient être remarquées, même si ça ne faisait pas de moi un être remarquable, mais autant d'éléments qui m'ont permis de dire que c'était possible. Aujourd'hui, c'est avec une véritable fierté que j'aimerais témoigner de la possibilité, même pour ceux qui n'en ont pas forcément le profil, même pour ceux qui n'en ont pas forcément ce réseau, eh bien, parce qu'on va rencontrer des gens, parce qu'on va avoir, on sera animé par ce moteur
qu'on a tous, mais qui sont les tripes, et qu'on va les laisser parler, et que surtout on sait quel est notre objectif, je pense que tout est possible. L'un des enseignements que peut apporter l'avocat 2020, ce sera de dire que l'avocat de demain, c'est tout le monde, à partir du moment où il s'en donnera les moyens et qu'il croit en lui. Oui, c'est un point qu'on partage, tous les deux, l'expérience de l'échec. Moi, j'ai eu un échec il y a 2 ans, l'élection de Batona. Et c'est vrai que, ce qu'on ressent immédiatement dans le cadre d'un échec, c'est d'abord une forme évidemment de déception. Et pour ce qui me concerne, et je pense que tu es un peu comme ça, il y a aussi le fait de se dire qu'on n'a pas suffisamment soi-même apporté ou donné ou fait pour que ça marche. Et quand tu passes 4 fois pour la conférence, donc la 5e fois tu es élu, j'imagine bien ce que c'est, je l'ai passé 2 fois, donc c'est beaucoup moins. Je pense qu'il y a une logique qui est une logique d'engagement, de persévérance. Et cette logique, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle t'a été utile dans une carrière pour t'imposer dans un marché qui est assez concurrentiel, j'imagine, du rap, le succès que tu as eu, puis ensuite à la conférence, ensuite pour l'avocat. Et ce moteur dont tu parles, qui est les tripes, est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de la confiance en soi? Est-ce que c'est une volonté de revanche? Est-ce que c'est quelque chose qui... Quel est le moteur qui t'anime? C'est la première fois qu'on me pose cette question. J'ai fait quelques interviews dans ma vie. C'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Elle est très intéressante en réalité, parce qu'elle t'oblige à faire œuvre de vérité. Et je pense que si je dois te répondre en vérité, les tripes, c'est aussi une part d'orgueil. Et il y a évidemment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup animé, c'était la volonté de démontrer qu'on a eu tort sur moi. Et qu'on a eu tort de me mettre certaines étiquettes parce que je pense que je vaux plus. Et puis, autre chose, l'une des constantes entre le fait d'être rappeur ou d'être avocat, c'est la capacité, je crois, à pouvoir s'exprimer en public et à pouvoir, à travers les mots, obtenir un résultat. Hier, c'était faire que les gens vont acheter votre CD, parce qu'ils vont trouver ce que vous dites suffisamment plaisant. Aujourd'hui, ce sera à faire en sorte qu'un juge vous donne une décision qui correspond à votre analyse d'un dossier. Et donc, ce sera à travers les mots qui est notre patrimoine à tous, donc à travers ce mot, eh bien, qu'on va obtenir un résultat. Et moi, j'ai cette conviction depuis toujours que je sais maîtriser les mots. Alors, le problème, lorsqu'on a cette conviction, c'est qu'effectivement, et tu as raison de le dire, Olivier, je dois te donner raison, eh bien, on peut se méprendre. Parce que du coup, on a peut-être une vision, comment est-ce que je vais dire ça, biaisée de vos propres capacités. Si je résume le fait d'être rappeur à bien parler, ou le fait de devenir secrétaire de la conférence à bien parler, je n'en aurai jamais. Je ne serai jamais un bon rappeur, je ne serai jamais un bon secrétaire de la conférence. Et l'avocat qui pense que c'est en parlant bien qu'il deviendra un grand avocat, je pense, se trompe. Effectivement, il y a d'autres choses qui doivent être prises en ligne de compte. Et au fur et à mesure de mes échecs, et notamment par les rencontres que j'ai pu faire et des personnes qui ont été plus pédagogues que d'autres, j'ai compris qu'au-delà de la maîtrise des mots, il fallait aussi maîtriser d'autres concepts qui m'étaient pas inconnus, mais que je n'avais pas pris en compte sur le moment. C'est la raison pour laquelle l'échec peut être également aussi un moteur. Et à partir du moment où on a une capacité à se remettre en question, eh bien, je crois qu'effectivement, ça peut être un moteur. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut avoir une force d'abnégation pour se dire que, eh bien, à partir du moment où c'est un objectif, et qu'on le veut, et qu'on se donne les moyens, eh bien, il faut y retourner. Je sais que tu as aussi ce moteur-là, c'est pour ça que je te parle dans les yeux. Lorsque je faisais du rap hier, l'une des raisons pour lesquelles le groupe qui était le mien a quand même vendu 300 000 albums. Hein. On était... Ça veut dire par rapport à d'autres artistes, ça veut dire quoi? C'est l'équivalent de... Alors à l'époque, pour avoir un ordre d'idée, on parle de l'année 1999, la sortie du premier album.
nous étions ce qu'on appelle indépendants, c'est-à-dire qu'on n'était pas signé dans l'une des 5 majors, les grandes maisons de disques de l'époque, BMG, Sony, Universal, de Label, et à l'époque il y avait EMI. Et donc tous les groupes qui n'étaient pas signés dans ces majors, donc celles qui avaient la majorité du marché, eh bien on les appelait les indépendants. C'était la quasi-totalité des groupes de rap, puisqu'à l'époque les seuls rappeurs qui étaient en major c'était IAM, NTM, MC Solar. Tout le reste était donc en indépendant, il y en avait donc énormément. Et à l'époque, le groupe qui avait vendu le plus d'albums en indépendant, qui avait donc défrayé la chronique, c'était un groupe qui s'appelait Deux Balles de Nègre. Ils étaient composés de 4 personnes. Ils avaient vendu 30 000 albums en 2 ans. 10 fois moins. Et on en a vendu donc sur le premier album, je le dis avec fierté, on en a vendu 100 000 en 2 mois. Donc c'est pour ça que ça a fait tout de suite un grand boom et que par la suite on a pu être démarché par les maisons de disques. Mais j'en reviens au propos de tout à l'heure. Lorsque notre groupe fonctionne bien sur le premier album et qu'on vend donc finalement presque 200 000 albums sur le premier titre, la plupart souhaitaient signer en major, donc, parce que c'était la promesse d'un gros chèque, tandis que ceux qui étaient plus dans l'esprit de l'époque, on appelait l'esprit hip-hop, quand on faisait du rap, le rap faisait partie d'une grande culture, et le rap, c'était la partie parler de la culture. Il y avait les vêtements, il y avait la danse, il y avait les DJ, bon. Donc, à l'époque, lorsqu'on faisait du rap, c'est qu'on se sentait partie prenante d'une culture. Et donc, il y avait ceux qui étaient pour rester dans cette culture, cette famille-là, et donc ils ne voulaient pas signer en major. Et puis ceux qui étaient qui avaient les idées un peu déjà plus en avance sur la dimension mercantile de ce groupe, sans les citer Diams et Yannick, eh bien, ça a créé une scission, parce qu'ils n'étaient pas prêts, eux, justement, à repartir dans cette dynamique-là. Et c'est de cette scission que j'en suis arrivé à devenir avocat, parce que, bon, finalement, on a splitté. Mais, j'en ai tiré comme enseignement que c'est pas facile de trouver les moyens de changer de voie, en fait. C'est-à-dire qu'on était dans une voie qui semblait être la voie royale, celle du succès, on avait des gens qui venaient à nos concerts, et la continuité était d'aller en major, on n'était pas prêt à le faire. Donc il a fallu un déclencheur. Il a fallu un déclencheur. Et qui a finalement conduit à l'échec, je crois, de ce groupe. La maturité, moi, je l'ai eue plus tard, puisque j'ai dû reprendre mes études à 30 ans, pour finalement passer le concours du barreau à 35 et monter mon cahier tout de suite derrière. Mais il y a toujours 2 manières de vivre l'échec. C'est soit on reste dans sa zone de confort et peut-être qu'on aura du mal à évoluer, ou soit on en tire les bonnes conséquences. On écoute les gens qui sont autour de vous, qui vont vous donner parfois les bons conseils, et alors on rebondira bien, et l'échec deviendra un moteur exceptionnel. Merci Serge. On avait prévu de bientôt arrêter pour poser des questions à la salle. Moi j'ai une dernière question, là aussi très personnelle. Entre, je ne sais pas combien de personnes tu as rappé devant le plus grand forum public, je ne sais pas quel était le plus grand nombre de personnes. 7 000. Donc entre rapper devant 7 000 personnes, entre passer le 3e tour de la conférence, entre faire une berrier, on sait que c'est pas facile, et vous plaider à la cour d'assises, où est-ce que tu as le plus peur? Tu poses que des questions qu'on m'a jamais posées, c'est vraiment intéressant. J'ai peur à chaque fois. J'ai toujours eu peur avant de prendre la parole. Lorsque je me suis assis ici tout à l'heure et que tu as harangué la foule, j'ai commencé à avoir peur. Moi aussi. Alors j'ai toujours peur, et c'est parce que j'ai peur que ça me rappelle que j'adore ce que je fais. Car je crois que le moment le plus beau, que ce soit lorsqu'on monte sur scène pour rapper devant un public, ou lorsqu'on prend la parole devant les secrétaires de la conférence parce qu'on passe au 3e tour, ou lorsqu'on prend la parole devant les jurys en cour d'assises, ce moment extraordinaire, c'est ce moment où vous avez peur et que d'un seul coup, ça s'en va. Parce que vous êtes sur les rails et que vous sentez que vous maîtrisez. Et ça, c'est fantastique. Ce moment-là, je le souhaite à tout le monde. Je sais que beaucoup l'ont déjà vécu.
Et pour ceux qui vont le vivre, souvenez-vous-en parce que c'est grâce à ça qu'on a envie d'y retourner en fait. Merci beaucoup Serge. Merci.